Alors, la petite pause culture du coup de ce module, je vais vous parler des konbini. Les konbini, si vous allez au Japon, vous allez voir qu'on en a partout, partout, partout. C'est des petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pas de simples supermarchés, c'est vraiment un endroit où vous allez trouver des photocopieuses, de la Wi-Fi, des distributeurs de billets, des toilettes. Il y a vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très très pratique et qu'on voit vraiment partout, partout, partout. Vous avez plusieurs marques aussi de ces convenience stores, hein, des konbini. Donc vous avez le 7-Eleven, vous avez les Family Mart, vous avez les Lawson. Voilà, donc vous allez trouver vraiment toute une gamme de ces konbini et dans lesquels on va vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous verrez que vous allez acheter là-bas des boulettes de riz, donc l'équivalent un peu des sandwichs, hein. Je dis pas qu'il y a pas de sandwich, mais souvent les Japonais, ils mangent des boulettes de riz qu'on achète au konbini, donc à midi pour faire l'équivalent de votre repas un peu. Il y a toujours un petit coin, magazine. Vous avez vraiment tout, tout, tout le nécessaire et quand on est étranger, qu'on galère un peu au Japon, de trouver un point où on peut avoir des toilettes, du wifi, c'est quand même très pratique. Alors, la petite pause culture de ce module, on va parler des toilettes au Japon. Alors, les toilettes au Japon, pourquoi on va en parler? Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, elles sont quand même assez géniales. Ce sont les washlets, donc ces toilettes high-tech avec un tableau de bord, plein de commandes sur le siège, avec des douchettes intégrées qui vont vous permettre de vous nettoyer l'avant comme l'arrière. On peut diriger la direction du jet, avec la température de l'eau, la température du siège. On va pouvoir aussi, mettre une petite musique pour couvrir les bruits sonores. On va pouvoir régler aussi la pression du jet. Enfin voilà, c'est vraiment, incroyable tout ce qu'on peut faire avec ces toilettes et ce qui est quand même aussi, important de dire, c'est que au Japon, ces toilettes, en fait, on les appelle les toilettes occidentales, et pas du tout les toilettes japonaises. Alors que, très clairement pour nous, en fait, ce sont des toilettes japonaises, hein. Il y a qu'au Japon qu'il y a vraiment ces spécificités-là. Ça commence un peu à s'exporter, dans le monde, hein. Tout le monde, veut son toilette à la japonaise, hein. Mais au Japon, ce qu'on appelle vraiment le toilette traditionnelle japonaise, c'est ce qu'on va avoir en bas à droite et ça va être plutôt l'équivalent des toilettes turques. Voilà. Donc, je vous invite à lors de votre prochain voyage à tester, hein, toutes les fonctions des toilettes japonaises et à m'en dire des nouvelles. On passe à la suite avec la petite pause culture. Au Japon, ce qui pourra peut-être vous porter préjudice si vous faites pas attention auprès des Japonais, c'est ne pas retirer vos chaussures avant d'entrer quelque part. Parce que oui, c'est une des coutumes, hein, du Japon. Dans toutes les maisons, dans certains restaurants, dans certains hôtels, dans même certaines toilettes de chez des gens, je veux dire, vous devrez retirer vos chaussures avant d'entrer et peut-être enfiler des slippers, donc des pantoufles qui vont vous permettre de marcher à l'intérieur. Généralement, vous allez comprendre que c'est le cas quand vous verrez une petite marche à l'entrée d'un lieu ou d'une maison ou d'un restaurant, par exemple. Parce que pour les restaurants, pour le coup, c'est pas systématique. Ce sera, vous verrez, vous aurez généralement des casiers à l'entrée, comme on voit un peu sur la photo, où vous pourrez ranger vos chaussures et il y a vraiment des pantoufles étalées pour tout le monde. S'il y en a pas, vous pouvez demander, à votre disposition. C'est parti pour la pause culture de ce petit module. Alors, la perfection au rendez-vous. Au Japon, vous remarquerez, si vous y allez, je vous le souhaite, que dans la rue, vous trouverez jamais un papier qui traîne. C'est clean, mais clean de chez clean. Tout le monde est parfait. Vous avez vraiment des gens qui font la queue, qui se mettent vraiment les uns derrière les autres. Il n'y a rien qui dépasse. Les gens attendent au feu avant de traverser, font la queue pour rentrer même dans le métro. Et c'est un endroit qui est vraiment très sécurisé. Il est vraiment très rare de se faire voler quelque chose au Japon. Vous allez très souvent avoir quelqu'un, qui va vous le récupérer, mettre sous plastique. J'ai moi-même, au Japon, perdu, mon portefeuille la première fois que j'y étais. Je l'ai retrouvé 2 semaines plus tard avec dedans toute ma monnaie, emballée dans du plastique, avec un récapitulatif à côté.
avec le compte de ma monnaie, tous mes papiers et c'était assez incroyable. On entend souvent dire aussi que les gens perdent des iPhones, des smartphones, des PC et qu'ils les retrouvent intacts. Et ben c'est parti pour la pause culture de ce module. Donc je vais vous parler des Japonais et de leur amour des bains. Parce qu'il faut savoir que au Japon, on prend un bain tous les jours. Ça va vous paraître un peu excessif et pas très écologique. Et pourtant, c'est la réalité, sachant que les salles de bain au Japon sont quand même bien différentes des nôtres. Pour un foyer, on utilise un seul bain, donc la même eau pour tout le monde. Et c'est pas si dégoûtant que ça parce que tout le monde se rince et se lave avant d'entrer dans l'eau. Donc je vais zoomer sur la photo de la salle de bain. Donc vous voyez qu'il y a toujours un espace pour se doucher. Donc avec un petit tabouret, de quoi se laver, une petite douchette au-dessus. Et le bain est exclusivement pour se relaxer, se détendre. Et du coup, on essaie de ne pas salir l'eau qui va être réutilisée ensuite par le reste de la famille. Au Japon, on trouve aussi des sources chaudes, hein, des sources thermales, les onsen, qui sont en fait des sources volcaniques. L'eau est réchauffée par les volcans et où on peut aller se relaxer pendant quelques jours. Très souvent, ce sont des bains qui sont nudistes, donc tout le monde est nu à l'intérieur. Les femmes se baignent entre elles et les hommes entre eux, sauf dans le cas d'un couple où exceptionnellement on peut avoir des bains mixtes. C'est parti pour la petite pause culture. Donc ici, on va parler des karaokés au Japon. Karaoké, qui sont quand même assez, même très très répandus, puisqu'il y en a vraiment à tous les coins de rue. Et c'est vrai qu'au Japon, alors autant après l'entreprise, on a tendance à aller boire des coups entre collègues, autant entre amis, on va peut-être plus avoir tendance à aller au karaoké. Donc c'est très loin du karaoké français où on chante devant tout le monde dans un bar avec un écran. Ici, on va vraiment commander une salle, en fonction du nombre de personnes qui va être plus ou moins grande, hein, comme on voit sur les photos. Donc un peu comme on loue une chambre d'hôtel, ici on va louer une salle pour un temps donné, 1 heure, 2 heures, dans laquelle on va pouvoir à la fois commander à manger, commander à boire. Donc on a une sorte de room service, hein, un peu qui vient nous commander avec un petit téléphone pour commander ce qu'on veut et un petit pad sur lequel on va pouvoir, choisir la chanson qu'on a envie de chanter avec ses amis. Donc c'est vraiment un cadre très privé et il y a même des cabines pour, karaoké, solitaires. Donc vous avez vraiment un peu comme une cabine, comme un photomaton, des cabines karaoké solo quoi, pour s'entraîner parce il y en a vraiment qui sont fans de ça et qui vont vraiment se donner des challenges de karaoké pour la prochaine fois qu'ils iront avec leurs amis. Donc vraiment, c'est assez incroyable. Je vous souhaite, d'y aller un jour juste pour l'expérience, même si vous avez un peu peur de chanter, mais faut le faire. Alors c'est parti dans ce cas pour la pause culture de ce module. Le travail au Japon. Donc si vous allez au Japon, vous verrez que pour les Japonais, le travail, c'est quelque chose de très important. En France, on dit souvent qu'on travaille pour vivre. Au Japon, clairement, on vit pour travailler, hein, pour notre travail. Il y a même beaucoup de Japonais qui se présentent par leur nom d'entreprise, hein. Ils vont vous dire: «Je m'appelle Monsieur Tanaka de l'entreprise machin», tellement c'est important pour eux. Sachant aussi qu'ils ont des heures supplémentaires quasiment obligatoires, puisqu'il est assez mal vu au final de partir, tôt et même de partir avant le patron, hein, et leurs jours de congé, ils en ont à peu près du coup 10 à 15 par an, sachant qu'ils ne les prennent, jamais, complètement parce que c'est assez, mal vu aussi, hein, de prendre trop de congés. Donc il y a même un phénomène qui est assez présent malheureusement, c'est le phénomène du père fantôme au Japon. Ça va être, tous ces enfants en fait qui voient jamais leur père parce que quand ils se lèvent le matin, le père est déjà parti. Quand ils vont se coucher le soir, le père est pas encore rentré, donc encore, au travail et qui parfois même travaillent les week-ends. Donc qui ne connaissent parfois même pas le visage de leur père. C'est assez incroyable. Faut savoir aussi qu'au Japon, on a quand même un énorme taux de suicide, concernant, du coup, le travail. Il y en a qui meurent même de surtravail, de surcharge au travail. Ça va pas être le stress, ça va vraiment être un phénomène qu'on appelle karoshi.
C'est quelque chose qui est vraiment le mot est même entré dans la langue française tellement c'est un mot, qui est spécifique à la culture japonaise, la mort par surmenage de travail. En plus des suicides du coup qui vont être là vraiment des morts, conscientisées on va dire, de par la surcharge ou bien même, je comme je vous ai dit étant donné que le travail c'est vraiment dans l'identité des japonais, quelqu'un qui se fait virer admettons, ça va être tellement grave pour lui, impossible de s'en remettre et généralement c'est une cause aussi de suicide chez les japonais. C'est parti du coup pour la petite, pause culture de ce module, où je vais vous expliquer un peu les manières dans la conversation japonaise. Alors vous allez tout de suite remarquer si vous parlez avec des japonais que c'est un peu dans leur culture de surtout pas blesser, de s'excuser constamment, d'atténuer vraiment toutes leurs qualités. Vous leur faites un compliment, ils vont dire: «Non, non, 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 surtout pas, c'est moi je suis vraiment rien du tout comparé à» voilà. Toujours se mettre en arrière, toujours, et surtout jamais être trop franc et souvent les japonais, ils sont assez frappés par la franchise, et le caractère des français. Hem donc voilà, ils ont tendance aussi à éviter le conflit, pour de simples choses, même vous proposez à quelqu'un de venir, demain, faire la fête avec vous, il va pas vous dire: «Non», comme vous le connaissez, hein, le «ié», il va vous dire: «Ah mais demain c'est un petit peu compliqué, je suis pas sûr», voilà, ils vont jamais vous dire non directement. Pour eux, c'est quelque chose qui est agressif. Ça peut avoir, des bons, mais aussi des mauvais côtés parce qu'évidemment on blesse pas l'autre, mais on a souvent, tendance en tant que japonais à mettre son avis de côté, à voilà vraiment, même si on n'est pas d'accord, à vraiment juste s'adapter aux autres pour pas froisser, pas blesser et pour vous dire à quel point ça va loin, j'ai moi-même eu l'expérience au Japon, avec un ami français qui était avec moi là-bas, de débattre, sur un sujet un peu politique devant d'autres amis japonais. Donc on n'était pas d'accord, mais on parlait, c'était super intéressant et le lendemain, quand j'ai revu cet ami français et que je suis allée lui dire bonjour, donc on s'est fait la bise, bise qui est aussi quelque chose, hein, qui est un peu, vu de façon bizarre au Japon. Les amis qui avaient assisté au débat de la veille qu'on avait eu, tous les 2 avec cet ami français, nous ont regardés et il y en a un qui m'a dit: «Mais pourtant hier vous vous êtes engueulés». Pour vous dire à quel point pour eux, le débat, la conversation qu'on avait eue, la veille, c'était pour eux vraiment une dispute quoi. C'était vraiment grave pour eux, on était vraiment plus en bons termes. C'est dire à quel point juste, même un débat, ça va vraiment paraître, violent, agressif pour un japonais. Maintenant petite pause culture, où je vais vous parler du coup des femmes et du couple au Japon. Donc, faut savoir au Japon, il y a encore beaucoup de femmes qui sont femmes au foyer. Parce que pour certaines, c'est même une vocation, hein. La femme idéale au Japon, c'est rester la femme qui reste à la maison, qui prépare le repas des enfants, qui s'occupe d'eux et qui attend son mari, qui rentre du travail, qui lui fait son petit repas. Donc il y a même encore le mariage arrangé, hein, qui existe, alors c'est de plus en plus rare, c'est vrai, mais ça existe encore car, pour, quand même beaucoup, une femme si à 30 ans elle est pas mariée ou qu'elle a pas des enfants, c'est quand même très mal vu par la société, donc on va avoir tendance à lui organiser des mariages arrangés. Souvent, c'est les parents, hein, qui s'occupent de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que même une fois en couple, souvent les femmes, vu qu'elles travaillent très peu encore, elles dépendent financièrement de leur mari. Donc c'est lui, hein, qui les nourrit et ce qui va faire qu'au final, ça va être très compliqué de divorcer si jamais il se passe quelque chose. Étant donné qu'il y a pas non plus d'aide pour une mère célibataire, par exemple et trouver un travail à partir du moment où on a dépassé, même 30 ans, à plein temps pour avoir un vrai salaire pour une femme, c'est vraiment le parcours du combattant. Donc la pause culture, aujourd'hui, on va parler des kimonos et des yukata. Donc le kimono, hein, le vêtement traditionnel japonais, vous l'avez sûrement déjà entendu. Faut savoir que voilà, jusqu'au 19e siècle, c'était quand même les vêtements qui étaient portés au quotidien, tout le monde en avait plusieurs. Et aujourd'hui encore, si vous allez au Japon un jour, ce que je vous souhaite, vous verrez parfois des gens en kimono. Alors c'est pas des gens qui ont décidé de vivre à l'ancienne, hein, comme on pourrait, le croire. C'est vraiment que, ça se porte encore aujourd'hui, pour des festivités.
les grands événements, hein, j'imagine, voilà, cérémonie de remise des diplômes, les festivals d'été. Par exemple, quand on va voir un feu d'artifice, généralement, c'est habituel de porter un kimono ou un yukata. Du coup, les mariages aussi, hein, si on veut rester dans un mariage traditionnel au Japon, la mariée porte un très grand kimono, blanc, qui est assez différent des autres kimonos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le yukata, contrairement au kimono, il est beaucoup plus léger. C'est un kimono un peu d'été. Il y a qu'un seul, il y a qu'une seule couche de tissu, ce qui tient beaucoup moins chaud, qui est beaucoup plus agréable, en été. Allez, la petite pause culture, de ce module, je vais vous parler du Fujisan, le mont Fuji, qui ne se dit pas, attention, pas Fujiyama, hein. Donc le mont Fuji, c'est un volcan de 3776 mètres d'altitude au Japon. Il est très, très, très connu pour sa forme, hein, parfaite, parfaitement conique, quoi. Donc parfait. C'est un volcan, il faut savoir, qui est encore en activité, même si, la dernière éruption date quand même de 1707, hein, et elle avait duré 16 jours et du coup, quand même assez dévastatrice étant donné que les cendres ont même atteint Tokyo. D'ailleurs, la prochaine, pardon, éruption est quand même bien redoutée de beaucoup de Japonais, car elle risque d'être encore plus dévastatrice que la dernière. Du coup, maintenant c'est quand même un spot qui est assez célèbre, hein, pour tout ce qui est randonnée au Japon ou même pique-nique, et les Japonais sont assez fervents du Diamond Fuji, hein, ce fameux phénomène où le soleil passe juste au-dessus du sommet du mont Fuji. Ça arrive à peu près 1 à 2 fois par an et où tout le monde se précipite pour aller prendre du coup la tête de diamant, du coup cette impression, hein, qu'on a quand le soleil est juste au-dessus, d'un diamant, hein. On passe à la suite avec enfin la pette pause culture de ce module. Alors, donc les Japonais, hein, faut savoir qu'ils en bavent un peu. On a parlé du mont Fuji, hein, dont on appréhendait la prochaine, éruption, hein, qui pouvait faire peur. Faut savoir aussi que le Japon, il est situé dans une zone où il y a 3 plaques tectoniques qui se superposent, donc qui est très, très active sismiquement. Si vous allez au Japon, vous allez certainement, avoir l'occasion de ressentir des tremblements de terre. Pourquoi? J'en suis sûre, parce qu'il y en a tous les jours ou quasi, même si c'est des tout petits, mais c'est vraiment quelque chose auquel on s'habitue quand on est là-bas. Des fois, il y en a des plus gros et j'avoue, ça fait peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, du coup, le 11 mars, 2011, hein, le grand, tremblement de terre de Tohoku qui était de magnitude 9,1, donc un des plus grands jamais enregistrés. Du coup, qui a été suivi directement par un tsunami. Généralement, ça va de pair. Un gros tremblement de terre a tendance à engendrer un tsunami derrière, et du coup la vague avait atteint une, hauteur de presque 30 mètres de haut et qui avait fait des ravages incroyables. On avait du coup 18 079 morts ou disparus, hein, en fonction des cas. Heu il m'est arrivé moi-même du coup, parmi les nombreux tremblements de terre que j'ai vécus au Japon, de ressentir à Tokyo un tremblement de terre de magnitude 6,5 à peu près. Ça paraît rien du tout à côté du gros 9,1 du 11 mars 2011. Pourtant, j'ai vraiment cru que j'allais y passer, hein. C'était assez incroyable. Au Japon, sur les téléphones portables, hein, vous avez, à peu près 10 secondes avant que ça arrive, une sorte d'alerte qui se met en route, quand on sait qu'il va y avoir un tremblement de terre. Donc on a à peine le temps de réaliser ce qui va se passer pour aller se mettre à l'abri. Nous, on avait une maison de 3 étages, on devait, dès qu'on avait l'alerte, monter tout au-dessus. Ça va vous paraître bizarre, mais au final, c'est assez logique. Si jamais la maison s'effondre, il vaut mieux être au-dessus pour rester dans la partie, encore, intacte, hein, de la maison. Et très peu de temps après, on a aussi un avertissement pour nous dire s'il y a un risque de tsunami ou pas, qui va nous permettre du coup d'aller nous placer encore une fois en hauteur ou dans des bâtiments hauts. En fonction des villes où vous êtes, vous aurez du coup des endroits, des lieux sûrs en cas de tsunami dans lesquels il faut aller vous réfugier.
Voilà, donc je vous souhaite quand même d'en vivre, hein, pas des gros, mais quand même, au quotidien comme ça, des tout petits, ça peut être rigolo, même si, je vous avoue que le reste est pas très drôle, hein. On passe à la suite avec la pause culture de ce module. Alors, je vais vous parler du coup des bento. Donc le mot, il est quand même assez bien passé dans la langue française, hein. Les bento, en fait, c'est les paniers repas japonais qui remplacent un peu nos sandwichs, hein, qu'on prend nous le midi. Là-bas, c'est vraiment dans la culture, hein, d'amener son petit panier repas. Généralement, c'est des jolies boîtes avec des petits compartiments et qui sont pour la plupart du temps confectionnés par les mères, de famille, les mamans, que ce soit pour les enfants ou pour même, les maris, hein, qui vont au travail avec le petit bento que leur a préparé leur épouse. Non seulement alors on cherche un peu, le côté un peu diététique, hein, de ces paniers repas, puisque c'est vraiment des repas complets, mais en même temps, on va aussi chercher à le faire, joli, hein. Donc vous voyez, il y a même, des concours de bento, hein, au Japon. Je vous ai mis quelques exemples ici où le but, c'est de faire des formes, des personnages, même parfois de dessins animés. Il joue un rôle vraiment important ce bento parce que le midi, quand tout le monde arrive avec son bento, pour manger, c'est à celui qui aura le plus beau bento, à qui reviendra du coup les compliments et et la reconnaissance, hein, de tout le monde qui sera bien intégré, quoi. Donc on retrouve ici le côté quand même, hein, de la maman, hein, qui doit s'occuper de son mari, de ses enfants, heu et qui reste à la maison au final, hein. Pause culture pour ce module où aujourd'hui on va parler de l'uniforme au Japon. Alors, l'uniforme, faut savoir qu'au Japon, ça fait vraiment partie de la culture, hein, que ce soit à l'école ou même plus tard dans les entreprises. C'est quand même très rare qu'un établissement décide de s'en passer. Même s'il est moins formel en entreprise, on restera sur, du costume costard, hein, basique. Il y a même une anecdote où un employé s'est fait virer, hein, parce qu'il est venu en jean, dans son entreprise, donc c'est quand même assez poussé comme concept, sauf pour, des entreprises qui vont être un peu plus, par exemple, sur la mode, où là, on va beaucoup plus tolérer, même, exiger des employés qui soient, dans les tendances, hein, de la mode, japonaise. En plus d'être utilisé donc, à l'école et dans les entreprises, l'uniforme, des jeunes filles, c'est souvent utilisé aussi, dans les clips musicaux, dans les posters, dans les mangas, vous en voyez souvent. C'est vraiment symbole de la pop culture japonaise. On passe à la suite avec la pause culture, de ce module, le SO pour signer, hein, SO, S-C-E-A-U, attention. Donc il s'agit au Japon du inkan, qu'on va aussi appeler hanko, qui va vous servir pour toutes les démarches administratives, hein, lorsque vous êtes japonais, mais aussi lorsque vous êtes étranger, que vous vous rendez au Japon pour un plutôt long séjour, on va dire. La moindre démarche administrative va vous demander de posséder un hanko. Un hanko, c'est du coup un tout petit tampon, hein, j'en ai un moi-même qui va du coup avoir votre nom, si vous êtes étranger en katakana, nom ou nom plus prénom d'ailleurs, c'est possible d'avoir les 2, et qui va vous permettre de signer vos documents. Alors, au Japon, il faut savoir que si vous allez pour un petit séjour, c'est le seul cas où les Japonais seront plutôt tolérants et vont du coup, accepter une simple signature au stylo parce qu'ils savent que c'est quand même quelque chose qui est pas, commun dans tous les pays. C'est parti pour la suite avec la pause culture de ce module. On va parler aujourd'hui des hikikomori. Les hikikomori, ce sont, des personnes qui vont passer, des mois, parfois même des années chez eux, enfermés dans leur chambre, s'ils vivent avec d'autres personnes et qui désignent du coup un retrait social de ces personnes qui est assez malheureux. Souvent, ça peut être dû à du coup, un harcèlement, hein, que ce soit, ça peut arriver chez les enfants, mais aussi chez les hommes, hein, souvent de 40 à 60 ans, il y a vraiment un phénomène où il y en a même qui retournent vivre chez leurs parents. Parfois, malheureusement, il y en a qui finissent par mourir d'isolement carrément, hein, et pour ceux dont c'est pas le cas, ils vont avoir énormément de mal à réintégrer la vie active, après une longue période comme ça d'isolement.
Allez, c'est parti pour la pause culture où on va justement parler de cette fameuse ville du Japon, Nara, qui se situe dans la région du Kansai, dans laquelle vous trouverez des biches et des cerfs qui vivent vraiment en harmonie avec la population locale, les touristes, qui sont même parfois dans la rue, dans les magasins. Ou ces animaux là-bas qui sont, la plupart du temps dans le parc de Nala, hein, mais qui est immense puisqu'il s'étend sur 500 hectares, c'est vraiment incroyable. Là-bas, ils sont vraiment considérés comme, des créatures un peu sacrées, hein, ils sont protégés, alors qu'ailleurs dans le Japon, ces animaux sont malheureusement chassés pour, réguler les populations parce qu'il y en a un petit peu trop. Je vous conseille vraiment de faire un tour dans cette ville si vous avez l'occasion de faire un voyage au Japon. C'est vraiment, incroyable comme expérience à vivre. Allez, c'était compliqué, mais c'est reparti pour une petite pause culture cette fois-ci, donc les Neko Café, donc encore une des bizarreries du Japon qui a été importée en France. Vous la connaissez peut-être, en France on parle de bar à chat. Au Japon, c'est un concept qui existe depuis très longtemps et aujourd'hui, il existe même pour d'autres animaux, hein, par exemple ici on voit une photo d'une chouette, il y a des bars à chouettes au Japon avec, voilà, encore d'autres animaux, je pense, hein, c'est pas et pourquoi, en fait, ça a beaucoup de succès au Japon? C'est dû à la taille de leurs logements qui sont très petits, hein. On rappelle que, le Japon est un pays qui est très peuplé, 127 millions d'habitants. C'est une population qui vit surtout sur les côtes puisque le reste, le milieu du Japon est très peu, peuplé. Donc les Japonais sont contraints d'avoir de petits logements, souvent, très hauts, mais des petites pièces en tout cas, dans lesquelles en location il est très, très souvent interdit d'avoir des animaux. Les Japonais profitent donc des animaux de compagnie, souvent dans ces lieux-là, les neko-cafés, qui sont pourtant, très critiqués par les associations animalières, hein. On le comprendra, c'est quand même faire du business sur ces animaux-là uniquement pour, que certaines personnes, puissent profiter de leur compagnie. Allez, c'est parti pour la petite pause culture. De ce module, du coup, on va parler aujourd'hui des manzai. Ce sont les duos comiques japonais. De la même façon qu'on va avoir le stand-up ou les one-man show, hein, en France, là-bas, ce qui est célèbre, c'est le manzai. Donc le manzai, c'est un duo de comiques. Vous avez donc deux personnes qui font face au public, qui parlent dans le même micro. L'un qui a un rôle plutôt de bokeh, ce qu'on appelle bokeh au Japon, donc un peu bête, hein, qui va dire beaucoup de bêtises et le tsukomi, hein, qui va être à côté, qui va réagir à ces bêtises de façon complètement exagérée, qui va être plutôt du côté du public, qui va se dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est n'importe quoi» et du coup ça fait un carton au Japon depuis très longtemps. Avant, ça avait pas exactement la même forme, c'était plus quelque chose de religieux. Mais ça a un peu changé avec le temps et ça c'est toujours aussi populaire. Vous avez beaucoup, de personnes, hein, qui rêvent de devenir manzaishi, donc les fameux acteurs de manzai. J'en profite pour vous conseiller d'ailleurs, sur Netflix qui est disponible actuellement, vous avez Hibana Spark, la série, sur l'histoire, de Manzaishi, qui raconte du coup le quotidien, à quel point c'est dur de persévérer, de continuer dans ce métier, l'envers un peu du décor. C'est une série qui est quand même très émouvante et très rigolote, je vous la conseille absolument. Allez, c'est parti cette fois-ci pour la pause culture, la chasse à l'emploi. Alors vous allez voir si vous allez un jour au Japon que, au Japon, lorsqu'on est en troisième année, de fac, d'université, les étudiants entament ce qu'on appelle leur Shushoku Katsudo, hein, Shukatsu plus, contracté, la chasse à l'emploi, donc 2 ans même avant leur remise de diplôme. Donc c'est un processus très long pendant lesquels, en parallèle de leurs cours, ils vont passer des entretiens, participer à des séminaires, lire beaucoup de manuels, hein, sur comment, obtenir un emploi, acheter un costume. C'est vraiment, un processus de longue haleine et pour ceux qui loupent cette étape, hein, pendant ces 2 ans qui sont réservés de leur vie, du coup, à trouver un emploi, c'est vraiment très difficile après de se remettre dedans, de retrouver un emploi après cette période.
Parce que c'est vraiment voilà, comme vous vous souvenez, hein, on parlait de la culture du conformisme, hein, la vie des Japonais, elle est calculée au centimètre près. Si à ce moment-là, ils trouvent pas de travail, après c'est vraiment la galère. Donc on va aussi parler de changements physiques pour certains qui ont parfois les cheveux blonds, hein, qu'ils ont teints quand ils étaient jeunes pour leur jeunesse, hein. Cette fois-ci, on va, montrer qu'on est sérieux. Ils vont enlever tout piercing, tout voilà, se reteindre les cheveux en noir pour dire que c'est leurs cheveux naturels, même si parfois ce ne le sera pas. Et il faut aussi savoir qu'au Japon, une licence s'obtient en 4 ans au lieu de 3 comme c'est le cas en France et qu'il est quand même très, très rare que les gens poursuivent un master. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de trouver un emploi à ce moment-là. On va même dire que parfois, malheureusement, le master est un peu l'excuse quand on n'a pas réussi, cette période de chasse à l'emploi, après la licence, du coup. C'est parti pour la pause culture de ce module, les yakuza, alors, qui font fantasmer, hein, tout l'Occident. On sait que le Japon est un pays, avec très peu de criminalité, hein, c'est quelque chose qui est voilà, c'est un pays où règne l'ordre, la discipline. On l'avait vu dans la perfection, hein, des Japonais, le fait qu'on peut pas très rarement se faire voler quelque chose ou perdre quelque chose, qu'il y a pas un papier qui traîne et pourtant c'est là que vivent, au Japon, du coup, les yakuza qui sont une des plus anciennes mafias du monde. Ils fonctionnent avec le modèle familial japonais, du coup, on compte encore aujourd'hui à peu près 30 clans, dans tout le Japon. Ils sont craints, par les civils, hein, ils se reconnaissent par leur allure et leurs costumes très coûteux, souvent portent des lunettes de soleil et la plupart du temps ont aussi des tatouages. C'est d'ailleurs pour ça que les tatouages au Japon sont parfois interdits dans les bâtiments publics. Ils sont un peu plus tolérants avec les étrangers parce qu'ils savent que c'est pas, la même signification pour, les autres pays. Mais au Japon, le tatouage a toujours tendance à faire référence aux yakuza, à la mafia japonaise, hein. C'est parti pour la pause culture de ce module, les clubs d'activité, à l'école, hein. Faut savoir qu'au Japon, on a énormément un énorme choix de clubs, auxquels on peut participer lorsqu'on est au collège, au lycée et même à la fac, hein. On en a aussi en France, vous me direz, mais là, la palette est vraiment, incroyable. Que ce soit club photo, club cinéma, club danse, journalisme, tous les clubs sportifs bien sûr en plus, hein, club de danse. Danse, je l'avais peut-être déjà dit, excusez-moi. Et il faut savoir qu'au Japon, on y consacre à la fois le temps scolaire, mais aussi parfois les week-ends et même les vacances d'été, hein. L'école reste ouverte pour les élèves qui veulent continuer à pratiquer leur activité. Ils auront en fin d'année le Bunkasai, hein, le festival culturel de l'école, pour présenter leur travail s'ils ont envie, monter un stand, organiser une activité en rapport avec leur club.